Bonjour à tous. Bon, il est 10 heures. Vous avez tous pris votre dose de café, tout le monde est bien réveillé. Alors c'est parti. On va parler pendant 20 minutes de croissance, de start-up, de financement. Et pour parler de tout ça, pour illustrer ces propos, j'ai commencé par une image avec Steve McQueen au volant de Steve McQueen le rebelle au volant d'une buggy. Parce qu'on va pas mal parler de buggy, de dragster, de moteur et d'essence pendant ces 20 minutes. Alors je me présente vite fait, Benoît Hédiard, je suis entrepreneur start-upper depuis 2000, donc depuis l'explosion de la bulle, la première bulle. Et je suis basé à Nantes depuis 2 ans, j'étais à Paris auparavant. Je suis le cofondateur d'Agora Pulse, remote, pour faire le lien avec le talk, la table ronde de tout à l'heure. Et je suis le directeur technique, le geek in chief, le nerd in chief, vous l'appelez comme vous voulez, d'Agora Pulse. Pour la petite histoire, de 2000 à 2010, j'avais créé une première boîte qui s'appelle Affinities, qu'on n'a jamais réussi à faire décoller. On a beaucoup appris pendant ces 10 ans. Et en 2008-2009, Facebook est arrivé et on a pris la grosse vague bleue, on a commencé à surfer sur cette vague-là. Et on a lancé Agora Pulse fin 2011, début 2012. Donc Agora Pulse, c'est un outil de social media management. On aide les marques à gérer leur présence sur les réseaux sociaux. Et on est un profil un peu atypique. Les deux caractéristiques un peu atypiques de notre boîte, c'est la première, c'est qu'on est semi-remote, donc comme Zapier que vous avez vu tout à l'heure. On a à peu près 58 employés aujourd'hui. La moitié est à Paris, principalement en France, et l'autre moitié est répartie en semi-remote un peu partout dans une dizaine de pays. Et moi, je suis basé à Nantes et je retourne à Paris assez régulièrement. La deuxième caractéristique, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est qu'on est bootstrap, c'est-à-dire qu'on n'a pas levé de fonds jusqu'à présent. Et on ne s'est débrouillé pas si mal que ça, parce que si on regarde un petit peu le statut où on s'en trouve aujourd'hui, sur les grandes étapes d'une boîte de SaaS, en gros, on a 3 étapes. La première, c'est ce qu'on appelle la traction initiale, c'est lorsqu'on arrive à peu près 1 million de revenus récurrents annuels, ce qui correspond à peu près à 80 000 euros de récurrents mensuels. Donc là, je vais utiliser un peu le jargon des startups SaaS, le MRR et le ARR. MRR, c'est le revenu récurrent mensuel, et l'ARR, c'est le MRR multiplié par 12. Et en général, les 3 grosses étapes, c'est 1 million, 10 millions, 100 millions d'ARR. Et 100 millions d'ARR, en gros, c'est le statut de la licorne. Et nous, on se trouve au milieu, aujourd'hui. Donc l'intro, je viens de vous la faire. On va d'abord commencer par parler du dilemme du start-upper, à savoir, est-ce que je focalise ma boîte sur la profitabilité ou sur la croissance? Ce qui va vous amener à faire 2 choix. Est-ce que je lève ou pas des fonds? Et on va regarder le pour et le contre des 2 options. Parce que si on regarde aujourd'hui le modèle de la Silicon Valley, c'est l'hypercroissance. Vous avez ce bouquin qui est sorti il y a quelques temps et qui a donné un nom à ce modèle de croissance, c'est l'hypercroissance, c'est le blitzscaling, qui a été écrit par Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn. Et là, sur ce modèle de croissance, c'est la croissance à tout prix. L'objectif, c'est de croître le plus vite possible pour atteindre le monopole de marché, peu importe les pertes. Donc le modèle emblématique, la boîte emblématique du blitzscaling, c'est Uber. Donc c'est le Move Fast Bracings de Facebook à ses débuts, c'est le Do or Die. Et résultat de ce modèle-là, si on regarde toutes les entrées en bourse des IPO Tech de 2018, aujourd'hui, 83% des IPO Tech en 2018 affichaient des pertes. En tête, Uber, avec 3 milliards de pertes sur 11,3 milliards de revenus. Donc, heureusement, on a quelques voix qui commencent à s'élever, en général en dehors de la Silicon Valley. Et là, vous avez un super article qui est sorti, qui a été écrit par Tim O'Reilly en février, et qui décrit un petit peu, qui critique en fait ce modèle de blitzscaling. Donc, je vous le recommande fortement. Et un des points importants sur cet article, c'est de dire qu'aujourd'hui, le problème des startups, c'est qu'on est en train de transformer les startups en instruments financiers, avec comme seul objectif un retour sur investissement. J'aime bien aussi ce tweet d'il y a quelques semaines où on a une pétition pour arrêter d'utiliser le terme de licorne pour des startups qui valent 1 milliard mais qui ne sont pas profitables. Parce que si on donnait comme profitabilité le prérequis au nommage d'une licorne, on n'aurait plus beaucoup de licornes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ils font quoi les entrepreneurs? Est-ce qu'ils optimisent leur boîte pour la croissance ou pour la profitabilité? Là, c'est le résultat d'une étude qui est faite tous les ans.
Et typiquement, en 2016, 65% des créateurs de boîtes optimisaient pour la croissance. Et là, en 2018, c'est monté à 71%, 10% de plus. Donc vous voyez l'impact de cette image qu'on a de la Silicon Valley et de ce modèle de l'hypercroissance. Et sur cette étude, on voit aussi qu'à peu près la moitié des créateurs d'entreprises se projettent sur la profitabilité, mais à un horizon de 1 à 3 ans. Donc ça, c'est une petite matrice que j'aime bien, qui résume assez bien le dilemme du start-upper. On va retrouver sur un axe la forte croissance, faible croissance, les pertes ou la profitabilité. Et quand vous allez créer votre boîte ou quand vous faites grossir votre boîte, vous allez vous positionner sur un de ces 4 cadrans. Donc d'un côté, on va retrouver le modèle de la Silicon Valley, celui d'Uber, de WeWork, de Slack, où on va essayer de grossir le plus rapidement possible pour prendre un monopole de marché, peu importe les pertes. Et donc en gros, on a une fusée, on vise la Lune. La fusée décolle, soit elle explose en vol, soit elle atteint la Lune. Et si elle explose en vol ou si on a court de carburant, c'est la mort assurée. Si on n'arrive pas à refaire une levée de fonds derrière. Et de l'autre côté, vous avez un autre modèle qui est quand même moins médiatisé, qui en général en dehors de la Silicon Valley encore. Et on a la plus emblématique, c'est Mailchimp. Aujourd'hui, ils sont à 700 millions d'ARR, ce qui est énorme. Vous avez aussi Basecamp, qui est très vocal sur le sujet. Et des petites boîtes comme Hotjar et Doist qui parlent aussi et qui écrivent beaucoup sur le sujet du bootstrap. Et la différence avec le modèle de la Silicon Valley, c'est que si jamais vous n'atteignez pas cette forte croissance, c'est pas grave, vous pouvez continuer à vivre et vous allez créer ce qu'on appelle aussi un lifestyle business et continuer à vivre de votre société pendant des années. Alors, savez-vous ce que ça veut dire T2, D3. Vous allez me dire, c'est un futur robot dans le Star Wars qui va sortir en fin d'année? Eh bien non. T2, D3, c'est le modèle, la formule magique pour créer une licorne dans la Silicon Valley. En gros, ça signifie quoi? T2, D3. Ça veut dire tu vas tripler pendant 2 ans et après tu vas doubler pendant 3 ans. T2, D3. Donc ça donne quoi si on reprend un petit peu les grandes étapes d'une startup SaaS en mode T2, D3, c'est que tu vas grossir, tu vas faire 200% sur ton chiffre d'affaires pendant 2 ans, donc faire x3, et après, les 3 années suivantes, tu vas faire 100% de croissance. C'est énorme. Et l'objectif de tout ça, à la fin, c'est l'IPO ou l'exit. Donc, moi, je voulais vous présenter un petit peu ce modèle Silicon Valley, et après, on va vous parler de la réalité des startups. Dans la réalité, est-ce que ça se passe comme ça? Donc ça, c'est le mode dragster. Vous êtes le fondateur, vous êtes le pilote, vous êtes assis au milieu de la dragster, vous avez des VC qui vous ont injecté de la nitro dans votre moteur, vous avez une ligne d'arrivée sur laquelle vous vous focalisez, et puis c'est parti. Feu vert, vous accélérez à fond, et qu'est-ce qui se passe dans la majorité des cas? Le crash. Vous avez à peu près 80%, 75 à 80% des boîtes qui ont fait un site qui n'arrivent pas à faire un en série A derrière. Alors ça, c'est un désavantage de la levée de fonds, c'est que vous allez assez rapidement savoir au bout d'1 an ou 2 ans si votre boîte elle tient la route ou pas. Alors que si vous êtes bootstrap, ça peut prendre beaucoup plus de temps à savoir si ça fonctionne ou pas. Pour ceux qui arrivent à la ligne d'arrivée, qui ont eu suffisamment de croissance, il y a un passage au stand. Donc là, vous allez commencer à rentrer dans une série alphabet A, B, C, des levées de fonds, série A, série B, série C, série D. Et à chaque levée de fonds, on vous injecte du cash, de la nitro, et vous avez 2 ans pour continuer à accélérer et continuer à fournir une croissance suffisante pour passer à l'étape suivante. Et l'objectif à la fin, c'est d'arriver à ce qu'on appelle l'exit velocity, c'est-à-dire suffisamment de croissance pour arriver au Saint Graal, qui est l'entrée en bourse, l'IPO ou le rachat. Et là, la probabilité d'arriver à ça quand on est parti d'un site, elle est inférieure à 1%. Donc c'est un modèle qui fonctionne, où il y a des licornes qui arrivent à naître, donc ça fonctionne. Mais ça a des pour et des contre. Dans cette slide, ce qui est important, c'est regarder un petit peu le moteur. Il faut avoir un moteur qui est compatible avec justement de la nitro. Donc en général, les boîtes qui sont compatibles VC, c'est des boîtes qui sont capables d'avoir des leviers de croissance avec de l'injection de cash. Donc en général, ce sont des boîtes qui sont plutôt sur de l'inbound, sur de l'outbound, avec la capacité à faire de l'acquisition payante par la pub, à monter des équipes de commerciaux de plus en plus importantes pour accélérer la croissance. Donc les pour et les contre de la dragster. On l'a vu ensemble, le point le plus intéressant, c'est avoir une accélération de la croissance, la capacité à embaucher, la capacité à faire de l'acquisition payante. On a aussi de l'expérience et du réseau à mener par les VC.
Et puis on a cette confiance, cette visibilité, on commence à être sous les feux des projecteurs parce qu'on a levé des fonds. Et vous regardez TechCrunch, vous regardez Madines, la seule chose dont on parle, c'est des startups qui ont levé des fonds. Alors évidemment, tout ça, c'est un inconvénient. Le premier, évidemment, c'est la perte de liberté et de contrôle que l'on va avoir avec des investisseurs au board sur les prises de décision. Et puis, on n'en parle pas souvent, mais on a aussi une perte de focus. Lever des fonds, ça prend beaucoup de temps. Et si on doit lever des fonds tous les ans ou tous les 2 ans, ben, on passe beaucoup de temps à convaincre des investisseurs pour la levée de fonds. Et ce temps, il n'est pas passé à construire le produit, à s'occuper de ses équipes. Et donc, il y a une perte de focus qui est assez conséquente. Et le dernier point, c'est qu'on a une course contre le temps. On a une espèce de d'épée de Damoclès où il faut accélérer, il faut accélérer, il faut accélérer. Et ça génère du stress. Ça génère aussi des erreurs, forcément, notamment au niveau des embauches. Mais voilà, il y a aussi un autre modèle de croissance, le modèle Bootstrap. Et donc, le véhicule qui illustre très bien ce modèle-là, c'est la Buggy. Et donc là, on est dans une aventure, une expérience qui n'a rien à voir, qui est complètement différente. Mais le premier inconvénient de la Buggy, c'est qu'il faut traverser le désert quand on ne lève pas de fonds. Alors typiquement, quand on s'est lancé fin 2011, mon associé Aymeric m'avait dit « Bon, là, ça fait 10 ans qu'on galère sur notre précédente boîte. Là, on a passé quasiment 1 an à construire le produit. On l'a lancé fin 2011. On se donne 1 an pour arriver au moins à 50 000 € de revenus récurrents mensuels. Si on n'y arrive pas, moi, jette l'éponge. C'est bon, j'en ai marre. Là, ça fait 10 ans que ça dure. » Et au final, on a mis 3 ans à y arriver. Alors, c'est ce qu'on appelle The Long Slow SaaS Ramp of Death, ou plutôt Success. C'est un terme qui était assez utilisé dans le domaine et qui a été mis en place lors d'une conf de la créatrice de Constant Contact, qui a un super talk. Et voilà, ça part de cette longue ramp of death au success qui peut durer 4 à 7 ans et qui est très 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 dur parce qu'on n'a pas les moyens d'embaucher, on n'a pas les moyens de se développer et on fait tout un petit peu avec les moyens du bord. On se serre la ceinture forcément. Et un des dangers de cette phase-là, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle la roue de la mort du hamster. La roue de la mort du hamster, c'est que vous avez l'impression d'avancer, vous faites plein de choses, et puis finalement, la croissance, elle n'est pas là, et puis vous continuez, vous continuez, vous continuez. Nous, c'est l'erreur qu'on a fait avec notre précédente boîte, c'est qu'on s'est obstiné à essayer de faire croître la boîte, et puis au final, on aurait dû arrêter avant. Et après, il ne faut pas confondre obstination avec ténacité, parce qu'il faut aussi être tenace. Là, typiquement, on a été tenace, on avait quand même de la croissance, et donc on a continué, on a continué, on a continué. On est quand même arrivé à 80 000 € de MRR, ce qui n'était pas si mal que ça. Mais on était 9 employés. Alors vous allez me dire, pourquoi ne pas avoir levé de fonds pour accélérer cette croissance? Alors c'est tout le paradoxe de la levée de fonds. Alors tout d'abord, quand on fait du bootstrap, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait un petit précide initialement. Nous, on a fait un précide de 250 000 € en fin 2012. Et c'est ce qui nous a permis de tenir pendant ces 4 ans et de faire quelques embauches. Alors même si on n'était pas toujours très profitable, on perdait peut-être 5 à 10 cas par mois, on essayait d'être le plus cash flow positif. Et c'est ce qui nous a permis de tenir pendant ces 4 ans. Mais pendant ces 4 ans, on a essayé de lever des fonds, mais on n'a jamais réussi à lever des fonds parce qu'on n'avait pas des métriques qui étaient suffisamment sexy. On était sur un marché qui était encombré, celui du social media management, face à 2 mastodontes américains, Hootsuite, qui a levé aujourd'hui 300 millions de $, qui a 1000 employés, Sprout Social, qui a levé 110 millions de $, et ils sont plus de 500 à Chicago. Et donc, quand vous êtes sur un marché comme ça, évidemment, c'est très, très, très compliqué de lever des fonds. Et après, on a la croissance qui est arrivée. On a eu des métriques qui étaient pas trop mal. On commençait à faire 100% de croissance en annuel. Et donc, on se dit, tiens, on va lever une série A pour accélérer. Et le temps de faire cette série A, on a failli y arriver, on a failli la faire, et puis on s'est rendu compte qu'au final, c'était plus la peine. On avait suffisamment de génération de cash et de croissance pour continuer à faire notre croissance organique et à embaucher. Et donc là, typiquement, on est passé de 11, 24, 38, 42. Aujourd'hui, on est 58 et on n'a pas levé de fonds. Donc voilà. Le paradoxe de la levée de fonds quand on n'est pas compatible avec une boîte VC. Donc là, ça, c'est la startup Buggy. Et là, le moteur de la startup Buggy, il n'a rien à voir avec le moteur de la Dragster. En termes d'acquisition, c'est vraiment la grosse différence par rapport à la Dragster, c'est qu'on va passer sur de l'organique. Comme on n'a pas les moyens de faire du payant, pas les moyens de faire des campagnes de publicité, pas les moyens d'embaucher des grosses équipes de commerciaux, on va faire du self-service. Nous, on a un trial. Tous les mois, on a à peu près 5000 personnes qui viennent essayer notre outil. Et ça se fait de façon complètement organique, par du référencement, par du content marketing, par un programme d'ambassadeur. Et tout ça, HubSpot appelle ça une flywheel. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez mis en place, ça tourne tout seul, en fait, de façon complètement organique.
Alors qu'une startup Dragster, vous arrêtez de donner du fuel, vous n'arrivez pas à faire de levée de fonds, bah, la startup, il n'y a plus d'acquisition, il n'y a plus rien qui rentre dans le pipe, dans le funnel d'acquisition, la startup elle meurt. Donc, les pour et les contre d'une buggy. Bon, alors évidemment, c'est le contrôle de la liberté, hein, vous êtes seul maître à bord. Et surtout, vous avez plus de temps pour vous focaliser sur le produit, sur vos clients et sur l'équipe. C'est aussi un voyage qui est plus calme, moins stressant. Une fois que vous avez sorti la tête de l'eau, là, que vous avez traversé le désert, bah, c'est franchement canon. Et ça vous force aussi à avoir une discipline financière qui vous permet d'avoir des bases solides pour une croissance future. Et le principal des avantages du mode Bootstrap, bah, c'est que c'est beaucoup plus long. Hein. Comme on se base sur une croissance qui est principalement organique, cette croissance organique, elle met beaucoup de temps à se construire. C'est aussi plus risqué pour les fondateurs en cas d'échec. Et puis, vous avez aussi moins d'accompagnement, moins de réseau. Vous êtes seul à bord d'un mode buggy dans le désert et vous n'avez pas forcément des VC et tout un réseau qui va pouvoir vous accompagner sur du conseil. Donc, pour terminer, là, il me reste quelques slides et j'aime bien cette citation de Jeff Bezos. On parle de overnight success. Ben, l'overnight success, ça n'existe pas. Hein. Ça prend au moins 10 ans. Donc là, j'ai oublié de corriger cette slide. J'ai mis ceci est un bureau, mais non, ce n'est pas un bureau. Ce n'est pas un bureau, c'est une porte. Et vous pouvez chercher porte Amazon Jeff Bezos. Et c'est une histoire qui est assez connue dans le domaine. C'est quelqu'un qui a toujours été obstiné par le cash flow. Même s'il faisait des pertes, il voulait être cash flow positif. Et typiquement, là, on le retrouve sur leur bureau. Quand ils ont commencé à équiper leur bureau avec des bureaux, c'était plus cher d'acheter des bureaux, donc ils ont acheté des portes. Et ils ont fabriqué leur bureau en achetant des portes. Donc, économie de coût. Alors, c'est quoi la réalité d'une startup aujourd'hui? Est-ce que c'est le T2D3? Est-ce que c'est 200% de croissance pendant 2 ans, 100% de croissance pendant 3 ans? C'est quoi la réalité? Parce que moi, jusqu'à il y a très longtemps, c'est vrai que quand on est seul au bord de sa bougie, on fait 3, 4%, 5% de croissance et on se pose la question, mais je suis une grosse merde. Là. Quand je lis des articles sur Silicon Valley, il y a des croissances de 10, 15, 20%, c'est monstrueux, nous on n'y arrive pas, on doit vraiment être nul. Et il y a une étude qui est sortie l'année dernière, ils font tous les ans, qui est faite par SAS Capital, et qui est faite auprès de 900 startups. Et ça, c'est la réalité. Ce n'est pas le monde de la Silicon Valley. C'est qu'en moyenne, pour arriver à 1 million, donc au stade de traction initiale, il faut 4 ans quand on a levé des fonds, il en faut 7 quand on a bootstrappé. Il faut 15 ans pour arriver à l'initial scale et 10 ans quand on est backed. Et à la fin, on peut, par du bootstrap ou par du VC, arriver au statut de licorne avec 100 millions d'ARR. Et ce qui est important sur cette slide, c'est de voir qu'en fait, il y a en gros une différence de 5 ans entre bootstrappé et VC-backed, et que cet écart de 5 ans, il se fait surtout au début. Après, une fois qu'on atteint les 2, 3, 4 millions d'ARR, on a à peu près la même croissance. Donc voilà, 4 ans, 5 à 6 ans, 6 à 7 ans. Et un taux de croissance à peu près 4% par mois, 3 à 4% par mois, une fois qu'on atteint 1 million d'ARR. Donc pour terminer, que choisir? Pour répondre à cette question, je vous en pose 2. En gros, ça va jouer à 2 choses. Vous, de quoi vous avez envie? Parce que le voyage est complètement différent. Est-ce que vous êtes adepte de risque, de vitesse? En gros, c'est la montagne russe, si vous levez des fonds. Et de l'autre côté, c'est aussi dur, mais c'est de la patience, c'est de l'aventure, c'est de la liberté. Et le deuxième point, c'est quel marché vous souhaitez adresser. Si vous êtes sur un marché plutôt orienté B2C, B2B Enterprise, en général, le levée de fonds, c'est plutôt le moyen qui va le mieux marcher. Alors que si vous visez du B2B, on est plutôt sur du mode bootstrap. Et les startups dont je vous parlais tout à l'heure, que ce soit, on parlait tout à l'heure de Basecamp ou de Mailchimp, ils sont sur du SMB, donc Small and Medium Business. Et nous aussi, on est sur SMB. C'est un marché qui marche très très bien pour du bootstrap. Et pour terminer, je finis sur Steve McQueen et sa buggy. En gros, mon retour d'expérience sur le bootstrap, c'est qu'il y a une traversée du désert qui est complexe, qui est difficile, mais une fois qu'on a passé ce cap-là, c'est absolument génial. On est seul maître à bord, la liberté n'a pas de prix. Et puis l'un n'empêche pas l'autre. Vous avez beaucoup de startups, GitHub, Shopify, Atlassian, qui ont bootstrappé pendant 6 à 8 ans et qui ont levé des fonds derrière. Donc, ma conclusion, c'est arrêtons de nous focaliser sur la Silicon Valley, sur la licorne, sur ces histoires un peu hollywoodiennes de startups. Je voulais juste vous montrer qu'on peut monter en France une boîte sans lever de fonds qui va aller concurrencer des gros Américains sur un marché qui est encombré. On passe de 0 à 10. Nous, on vise 10, 20, 30, 40, 100. On verra jusqu'où on va. Mais en tout cas, c'est possible. Voilà.